Salut tout le monde et bienvenue dans cette deuxième vidéo dédiée au jeu Feria. Cette vidéo sera la première d'une série de 3 consacrée au mode de jeu Pandore. Alors dans la vidéo précédente on a vu un petit peu au cours d'un match comment on faisait pour jouer au jeu, on a vu les différentes règles. Aujourd'hui on va s'intéresser à un mode de jeu particulier, Pandore donc, parce que je pense qu'il est très intéressant pour les débutants. Alors Pandore c'est quoi ? Pandore, pour ceux qui connaissent Hearthstone, c'est un petit peu comme l'arène, mais en plus foufou, on va dire. Pour les autres, je vais vous expliquer Pandore assez simplement en ces termes. En fait, c'est un mode de jeu dans lequel vous ne choisissez pas parmi les cartes de votre collection. C'est ces premiers critères qui me poussent à vous dire que c'est excellent pour les débutants, puisque on va vous proposer des cartes, et vous allez donc pouvoir avoir accès à des cartes que vous n'avez pas encore, débloquées. Donc ça va vous permettre de jouer comme ça avec toutes les cartes du jeu. Déjà, ça c'est un avantage considérable, hein, parce que quand on commence, on a très peu de cartes, du coup on n'est pas en mesure de faire des decks forcément très compétitifs, et on a tendance forcément à se faire un peu rouler dessus par les gens plus expérimentés. Et Pandore donne en quelque sorte une chance supplémentaire aux débutants. La deuxième raison, je vais vous la montrer tout de suite en accédant au mode Pandore depuis le menu. Hop, je clique sur Pandore. La deuxième raison, elle est sur la gauche en fait, elle est ici. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que cette interface. Ça, grosso modo, c'est le portail qui permet d'accéder à Pandore. Et ça, ce sont des jetons. Ce sont des jetons qui déverrouillent l'accès en fait. Tous les jours, vous avez un jeton comme ça, et vous avez un certain nombre de jetons comme celui-là. Ça c'est une pièce Pandore, ça c'est ce qu'ils appellent une pièce d'entraînement. Vous voyez également que ici l'œil est ouvert et là l'œil est fermé. C'est un rappel graphique en fait pour vous dire que cette pièce là est plus limitée que cette pièce là. Alors, cette pièce là, comme je vous l'ai dit, on vous la donne tous les jours, c'est une pièce qui vous permet d'effectuer une session d'entraînement. Donc ça veut dire également pour les férus du mode que vous n'êtes pas obligé tout le temps, comme dans Hearthstone par exemple, de payer une certaine somme en pièces d'or pour accéder au mode de jeu. Et ça c'est quand même vachement bien parce que vous pouvez vous entraîner tous les jours du coup. Non seulement ça, mais en plus, quand vous réalisez des victoires, quand vous comptabilisez des victoires, quand vous remportez des parties, je vais y arriver, vous débloquez petit à petit des fragments de pièces. Et une fois que vous en avez 3, là vous voyez que j'en ai un, une fois que vous en avez 3, vous aurez une pièce complète. Et vous pourrez du coup avoir accès à une session Pandore complète. Une session Pandore s'arrête pour les pièces d'entraînement à 3 parties remportées ou à 2 défaites, c'est-à-dire qu'on vous sort une fois que vous avez perdu 2 fois. Et pour le cas des pièces Pandore complètes, ça s'arrête à 9 victoires ou 3 défaites. Donc ça c'est un deuxième avantage je trouve parce que du coup vous êtes forcément limité dans l'utilisation que vous allez faire du deck que vous allez créer sur Pandore. Et ça va créer pas mal de... ça va susciter de la variation en fait dans vos parties. Vous allez pouvoir tester plein de choses différentes. Et même si vous avez créé un deck un peu nul, eh ben, au pire vous allez perdre 2 fois ou 3 fois et puis vous allez pouvoir repartir à 9. Alors ce que je vais faire, plutôt que de vous parler un petit peu plus de la théorie, c'est que je vais mettre une pièce d'entraînement dans le portail et je vais un peu vous expliquer. Là vous voyez que le portail s'ouvre et qu'il y a 3 couleurs qui se sont allumées, le bleu, le vert, le jaune. Ça signifie que je vais pouvoir avoir accès à ces 3 couleurs pendant ma session Pandore. Ça veut dire aussi que je n'aurai pas la couleur rouge. Alors là je suis très mal placé au niveau webcam, donc c'est à dire qu'on va pas pouvoir voir les premières cartes qui sont ajoutées au deck. Malheureusement vous voyez qu'il n'y a pas vraiment d'autres endroits où je pourrais me mettre. Donc bon bah tant pis hein. Alors vous voyez que là vous avez le choix entre 5 cartes et vous allez avoir le choix entre des cartes pour les 30 en fait cartes qui vont devoir aller dans votre deck. Vous voyez également donc que je n'ai pas accès à la couleur rouge. Vous voyez un certain nombre de choses, je vais les expliquer au fur et à mesure. D'abord ici je vais devoir effectuer un choix donc entre ces 5 cartes. Alors je ne vais pas détailler à fond tous mes choix parce que ça prendrait énormément de temps. Mais grosso modo, quand vous voulez faire un deck Pandore, il faut essayer de se dire que ok, vous avez accès à 3 couleurs, mais vous devez faire attention au nombre de terrains, souvenez-vous de la vidéo précédente, au nombre de terrains
qu'il va vous falloir poser pour jouer ces cartes-là. Parce que, effectivement, là, vous voyez que j'ai le choix entre vert, bleu et jaune. D'ailleurs, j'ai 3 cartes jaunes, une carte verte, une carte bleue. Mais vous voyez par exemple que celle-là, si je la rajoute à mon deck, finalement, il suffira que je pose un désert à un moment pour pouvoir la jouer. Alors que celle-là, il en faudra déjà 2. Donc si vous commencez à panacher à mort et à mettre plein de cartes qui nécessitent beaucoup de terrain d'une seule couleur, vous allez rapidement vous retrouver bloqué. Donc on va commencer à choisir les cartes. Ici, c'est pas un choix que j'aime beaucoup. Je vais partir sur la danse chamanique parce que c'est un sort d'amélioration et que ça fait toujours du bien pour surprendre l'adversaire en fait. Donc je vais prendre danse chamanique. Hop. Vous voyez que là, l'interface me dit vous avez que des cartes vertes, c'est normal puisque j'en ai qu'une dans le deck. Hein. Hop, danse chamanique. Et il me dit également que la moyenne de Feria, le coût moyen de mes cartes, est de 2. Alors ça c'est très important, il faut regarder à tout prix cette moyenne parce que dans Feria en fait vous gagnez 3 ressources par tour et éventuellement vous en gagnez jusqu'à 5. Ça veut dire que si vous avez une moyenne de mana, une moyenne de Feria trop haute, vous ne serez pas en mesure de jouer votre main et du coup vous aurez vraiment un deck qui sera trop coûteux. Alors je vous dirais, c'est pas mal quand même de garder une moyenne de Feria autour de 3, 4 en mode normal. En mode Pandore, c'est un peu différent parce qu'il y a des règles spécifiques qu'on abordera après dans la vidéo. Je vous en parlerai un petit peu après. On va continuer le choix maintenant. Favori de l'arène, pas top. Musicien Tiki, Saule vivant, compteur. Bon, Ombre du Carnage, très clairement, vous voyez que c'est une 6-1. C'est beaucoup trop fragile pour être joué compétitivement, donc je vais éviter de la prendre. On est parti sur du vert, on va visiblement utiliser beaucoup de vert. On a accès au bleu, le bleu et le vert ont une bonne synergie, donc je vais continuer de prendre du vert en espérant que le bleu va pouvoir m'aider en fait. Alors, là il y a des bonnes cartes. Alors vous voyez, par exemple, l'âme sœur, ça c'est une carte qui est vachement bien puisque elle a vol et elle invoque une deuxième âme sœur, donc c'est 2 créatures 4-3 pour 4. Donc déjà, de base, c'est fort. Il y a un autre effet qui est très sympathique, peut être invoqué sur toute case adjacente à une créature alliée. Mais, le problème, c'est qu'il me faut 3 lacs et 3 déserts. Ce qui fait que même dans un deck bicolore bleu-jaune, c'est compliqué de le jouer. Là, je suis parti sur du vert et j'ai déjà 2 cartes qui nécessitent 2 forêts. Donc jouer l'âme sœur, ça me paraît vraiment compliqué. Donc on va éviter. Ce qu'on a en revanche, c'est le héros improbable. Ça c'est pas mal, ça peut être bien parce que vous voyez, capacité, la première fois que cette créature en affronte une autre et survit, elle gagne +3/+3 et charge 3, ce qui est quand même balèze. Elle coûte 2, donc ça veut dire que je peux la jouer en début de partie et éventuellement je la booste avec danse chamanique de manière à ce qu'elle survive à son premier affrontement et qu'elle gagne le bonus. Le marmiton en chef triton, c'est une carte que j'aime beaucoup, mais j'ai envie de changer. Donc je pense que je vais prendre le héros improbable parce que je ne le joue pas dans mes decks normaux. C'est aussi l'occasion de faire des expériences, hein, puisque de toute façon c'est gratuit. C'est une session là, j'ai pas payé d'or pour rentrer en mode Pandore, donc c'est pas très grave. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est pas terrible en fait. Je pense que je vais prendre Gardien de Gabria, même si j'aime pas beaucoup cette carte, parce que Cadeau du ciel ça me semble dur vu que ça coûte 10 et que ça donne 13 Feria. Donc c'est un accélérateur on va dire, mais il nécessite beaucoup d'investissement. Chargeur tempétueux, je pense qu'on va laisser tomber l'idée du jaune parce que j'ai pas l'impression que ça ait une bonne synergie avec ce que j'ai pour le moment. Donc on va partir sur du bleu, Gardien de Gabria. Mur de vigne ça m'intéresse pas trop, c'est trop défensif. Hop. Ah ouais, ça c'est pas mal. Explorateur de la forêt tropicale, gagne +1/+1 si vous contrôlez 2 lacs, +0/+2 si vous contrôlez 2 forêts. Donc dans un deck bleu-vert, il va prendre les 2 boosts et ça va se retrouver à, du coup,
4-6 pour 4. En neutre, ce qui est pas mal quand même. On regarde un petit peu ce qu'on a d'autre. Ça c'est sympa. Ça c'est très très bon aussi, mais c'est un peu lent. Ça a l'air bien, mais le problème c'est qu'il faudrait un deck agressif pour aller sur les puits adverses très rapidement. Je suis pas sûr de pouvoir y arriver. Vent éclair, c'est très bien puisque ça donne de la mobilité et ça permet de faire quelques petits trucs intéressants, mais ça me dit rien. Je pense qu'on va partir sur l'esprit floral finalement, parce que c'est une carte qu'on peut jouer en début de partie aussi, pour aller récolter des férias sur les puits. Et quand elle meurt, eh bien, elle vous donne une carte supplémentaire qui est réduite en coût de 3. C'est pas mal. Alors qu'est-ce qu'on a? J'aime beaucoup cette carte. D'ailleurs là je l'ai en mythique, ils appellent ça. C'est l'équivalent des golden dans Hearthstone. C'est une carte un petit peu plus jolie mais qui se comporte exactement de la même manière. Héros antique, c'est très très fort. Comme vous pouvez le voir, ça sort pour un lac et 6 férias. Et ça a une bonne synergie avec les autres cartes que j'ai déjà dans ma sélection, comme le Gardien de Gabria, le Saule Vivant et de manière générale les cartes vertes qui ont beaucoup d'endurance. Celle-là, ça pourrait, il faudrait que je m'oriente sur un deck très cher. Ça, c'est très défensif et j'ai déjà des couleurs assez défensives, donc je vais éviter. Le Disciple d'Aurora est excellent, comme je vous l'ai dit. C'est une carte que je jouais en mode solo d'ailleurs dans la vidéo précédente, mais il faut beaucoup de sorts pour le rentabiliser. Et en général, en Pandore, on n'a pas autant d'événements, de sorts que en mode construit. C'est-à-dire un mode où on peut construire librement le deck à partir des cartes de la collection. Donc je pense que je vais partir sur le héros antique. Alors j'accélère un petit peu, parce que sinon ça va prendre des plombes. Là, très clairement, je vais partir... Je sais même pas. Non, Fidèle le roi, j'aime bien cette carte. On va prendre ça. Le Sagami, le Lancier des Neiges. Ah, c'est pareil, il faut beaucoup de sorts. L'ermite, j'aime bien le Sagami aussi. Allez, va pour le Sagami parce que j'ai une moyenne assez basse. Golem de Tyria, même si c'est très cher en forêt. Vous voyez, c'est une carte qui est extrêmement puissante. 5-10 pour 5. Donc c'est ouf, hein. Mais il faut 5 forêts, donc ça arrive assez tard quand même, hein. Il faut avoir eu le temps de poser 5 forêts, ce qui dans un deck bicolore prend forcément plus de 5 tours a priori. Donc voilà, prendre, mais en partant du principe que c'est une carte de fin de partie. Jeune pousse. Jeune pousse, voyons ça. Ouais, je pense que je vais prendre la jeune pousse. Alors voilà, super, on arrive à la 10e carte. Et là, il va nous proposer ce qu'ils appellent des trésors. Alors les trésors, ce sont des cartes qui sont par essence complètement pétées, comme vous pouvez voir. Une 6-6 vol charge 3 pour 3, c'est complètement fou, surtout en neutre. Et en fait, l'idée des trésors, c'est que ils sont vraiment surpuissants, mais vous ne pourrez les jouer qu'à partir d'un certain moment en partie. J'y reviendrai, mais en gros... vous allez avoir un mécanisme qui va se déclencher de temps en temps et qui va finir par vous donner des trésors. Il va donner des trésors, ce mécanisme, aux 2 joueurs. Donc après, à partir du moment où les gens ont leurs trésors, en général, bah la partie se finit assez vite. Donc c'est fait pour, en fait. Je pense que je vais prendre la lampe du génie, pour le coup. Allez, on va tenter la lampe du génie, je ne l'ai jamais jouée. Donc ce sera l'occasion. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Étreinte de la forêt ancestrale, pour moi c'est vraiment une carte fondamentale. Donc je vais la prendre. Pas de regret. Explorateur des savanes. Bah vous voyez que là j'ai pas pris de jaune, donc de base pas top. Bête mystique. On peut tenter une carte un petit peu agressive, hein, parce que celle-là, on peut la jouer relativement... Ah bah non, 3 lacs, je dis n'importe quoi. C'est tout simplement agressif. Enchantresse de Gabria, je vais la prendre. Pourquoi? Parce que j'ai des cartes comme Golem de Tyria.
Sagami à l'âme recluse, Saul vivant, donc, et Gardien de Gabria aussi du coup. Et cette carte prend pas mal de valeur dans un deck qui était à l'origine orienté très défense. Et je pense qu'il y a une bonne synergie. C'est pour ça que je vous ai dit, bah, je pense que bleu et vert, ça marche pas mal. Ok. Alors. Dracon des Dunes, c'est pas mal. Sachant que ça demande qu'un seul désert, je me pose des questions parce que finalement, là on a un deck qui est quand même très très défensif, qui est un peu lent. Et si on est agressé en début de partie et qu'on pioche le Dracon des Dunes, on peut se dire, je vais poser un désert et je vais lâcher le Dracon. Qui est quand même vachement bien, il a des très très bonnes statistiques. Le seul problème c'est qu'il peut pas récolter de Feria, donc pour un deck un peu coûteux, c'est pas très intéressant, mais là, je pense que ça vaut le coup. On va tenter, on va bien voir de toute façon, on en tirera les enseignements qui s'imposent à la fin. Hop. Sagesse, non. Sorbillon. Ah, j'aime bien le Sorbillon, moi, mais c'est vrai que j'ai plus les disciples dans mon deck. L'Enchantress. Non, l'Enchantress. De manière à en avoir plus. Vous voyez, là, j'en ai 2. On peut en avoir un nombre illimité de cartes identiques, en fait, en Pandore, ce qui est différent du mode standard. Ici, nous avons quoi? Le guerrier Sagami qui a été vachement boosté par la dernière mise à jour, qui est maintenant Sprint. Vous pouvez lire ici, lorsqu'elle est invoquée, déplacer cette créature jusqu'à 2 cases en ligne droite. Une 3-4. L'Archonte de Gabria. Est-ce qu'on a beaucoup de cartes qui coûtent 7 ou plus? Non, en fait, on en a qu'une. Ça, c'est dommage. Le Mochi de printemps, c'est pareil, c'est pas terrible. On va prendre Châtiment parce qu'on manque de sorts de dégâts. Hein, parce que, en fait, bleu et vert sont incapables d'infliger des dégâts avec leur sort. Donc on va prendre ce sort neutre, qui est quand même sympathique et qui peut toujours être utile. Donc on va le prendre. Bah ça c'est pas mal, hein, parce qu'on a des créatures avec beaucoup de vie. Mais là je suis en train de voir le Dracon des Dunes et du coup je me dis qu'en avoir un deuxième ça fonctionnera exactement de la même manière que ce que j'avais décrit, mais du coup j'aurai plus de chances de le piocher au bon moment. Je pense que je vais en prendre un deuxième. La Goule Morbide, non. Guerrier Triton, j'ai jamais été très fan. Musicien Tiki, c'est très bien, c'est une bonne synergie avec Enchantress de Gabria. On donne plein de PV et ensuite on convertit ça en attaque. On va prendre ça. Gardien Tiki, excellent. Alors, Belluaire Antique, voilà, ça c'est un exemple de synergie qu'on crée au fur et à mesure, parce que là vous voyez que je suis parti sur des créatures qui ont beaucoup de vie, et le Belluaire Antique, en fait, lorsque vous invoquez une créature à la vie supérieure ou égale à 5, le Belluaire va lui donner encore +1/+1. Donc a priori, c'est très bon pour ce qu'on fait. Gardien des sous-bois, c'est sûr. Ouais, je regarde les autres, c'est sûr. C'est une excellente carte. Provocation, c'est génial défensivement, et beaucoup de points de vie, je prends. Je pense qu'on va partir là-dessus. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. Les autres me plaisent pas tant que ça. Le Shenton c'est très bien, mais c'est super lent. Nourrir la forêt, faut un deck un peu spécifique hein, quand même. Tout englouti, ça me plaît pas des masses. Je suis pas très bon avec le déplacement de terrain. Donc je vais plutôt prendre l'explorateur. Deuxième trésor, puisqu'on est arrivé à 20. Piocher 2 cartes et gagner 2. Détruisez une carte et invoquer une ombre du carnage. On va prendre ça. Foudre en bouteille, c'est cool, mais c'est très situationnel. Comme vous pouvez le lire. On va prendre la faux. On va partir sur le colosse, hein. A priori, ça c'est excellent aussi, mais colosse, là, je pense qu'il va faire un carnage. Oui. Ça c'est pas mal parce que
Ça va donner à chaque tour un point d'attaque à des créatures qui ont beaucoup de défense. Ça peut. Pourquoi pas. Le grizzly est excellent aussi. Non, je pense que je vais prendre le grizzly. Élémentaire. C'est élémentaire. Parce qu'il me permet d'accélérer la pose de terrain et vous avez vu que, par exemple, le golem en nécessitait beaucoup. Donc on va prendre l'élémentaire. Belluaire. Parti. Un deuxième ou un gardien tiki? Je suis pas sûr là. Deuxième. Allez, pour avoir plus de fiabilité. L'assassin de la reine, je l'aime bien. On le pose et puis si l'ennemi a pas de sort en fait, bah ça peut sniper une grosse créature. Maintenant on a des grosses créatures aussi, donc c'est peut-être pas nécessaire en fait. Le guerrier Sagami, j'ai envie de le tester puisqu'il a été modifié, donc allez on va le mettre. Je pousse une deuxième, ok. Esprit de la Renaissance, ça c'est cool. Vengeur sauvage aussi. Follet perpétuel, je suis pas fan. Faut vraiment avoir un mono vert en fait. Et là on a quand même un peu de bleu. Oh, on en a pas tant que ça, on a... Ouais, on a un peu de jaune aussi. Ça c'est cool, je trouve. Ça c'est vraiment cool, surtout qu'on a beaucoup de créatures. On a assez peu de sorts. Donc je pense qu'il va prendre beaucoup de valeur si on le prend. Si on le choisit. Ok. Pas terrible, hein. Pas terrible. Après, la carapace robuste, on peut s'amuser avec l'enchantress en fait. Puisque c'est une 0,5, ça devient une 5,5 tout de suite pour 2, c'est assez fort. Les autres me plaisent pas des masses. Dos des provocations, c'est... Non, ça me plaît pas en fait. Je vais prendre la carapace. Même si je suis pas hyper satisfait. Commandement de Runi, nanana. Mangeur d'âme, c'est pas jouable, vous avez vu pourquoi. Totem Tiki, ouais, je pense qu'on va prendre le Totem Tiki. Totem Tiki, ça me paraît cool. Hop. Dernier trésor. Alors, glisse 3 trésors aléatoires dans votre deck, pourquoi pas. Théière d'Aurora, les points de vie et l'attaque de base de toutes les créatures alliées deviennent égaux à 6-6. Ça a l'air fort, mais en fait, j'ai des grosses créatures qui sont censées déjà être boostées par l'effet, par exemple, de l'enchantress. Alors, je suis pas sûr que ce soit super utile. Le yak mécanique, en revanche, c'est pas mal. La pierre de belle fortune, ça me plaît bien, mais c'est lent. C'est-à-dire que si c'est mon premier trésor et que je mets d'autres trésors dans le deck, et que je suis pas en situation où je peux tenir le temps de piocher les autres trésors, je risque d'être très mal. Le yak mécanique est pas ouf quand même, je suis pas fan. Enfin, il est très fort, hein, je vous l'ai dit, hein, c'est surpuissant, mais par rapport à d'autres trésors, c'est pas fou. Je pense qu'on va... J'y arrive pas à me décider. Non, on va prendre le yak, parce que j'ai pas beaucoup de pioches en fait. J'ai même pas de pioche du tout, il me semble. Dans mon deck, je regarde. Non, j'ai pas de pioche. Ouais, j'ai pas de moyen de piocher de cartes à part avec la roue. Donc, ok. Donc vous voyez, voilà, c'est comme ça qu'on fait un deck Pandore. On a vu la moyenne de mana est à 4,5, ce qui est assez bas pour du Pandore. Vous verrez pourquoi, je vous expliquerai plus en détail les règles spécifiques du Pandore dans la prochaine vidéo. J'espère en tout cas que cette petite introduction aux réflexions qu'on a en fait au moment de créer son deck vous auront aidé et vous auront donné envie d'essayer le Pandore, parce que vous avez vu que même moi, j'étais de temps en temps en mode ouais, j'ai envie de tester, j'ai envie de faire des expérimentations, et c'est ça l'intérêt du mode. Donc je vous dis à tout de suite dans la deuxième vidéo qui va vous montrer les matchs que je vais jouer avec ce deck, et puis je vous souhaite une bonne journée.